Merci d'être présent ce soir pour ce webinaire. Alors j'essaie de, hop, voilà, qui est organisé par l'école de psychologie biodynamique sur un thème dont on parle assez peu, être un homme et vers une nouvelle incarnation du masculin. Alors, avant de présenter Bruno, qui sera notre intervenant, je voulais vous rappeler que vous pouvez poser vos questions s'il y en a dans le chat tout au long de la présentation. Et je pourrai ensuite les poser à Bruno au moment des questions. Alors, pour parler de ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Danjou. Bruno Danjou, un homme passionné et engagé qui va nous éclairer sur ce thème du masculin dans notre société actuelle. Alors, bonjour Bruno. Tu es un homme, voilà, tu es un homme aux multiples facettes, en fait. Ancien danseur, tu as consacré une grande partie de ta vie à explorer le corps comme un langage, une manière de se connecter à soi et aux autres. Aujourd'hui, tu transmets encore cette passion en enseignant la danse à travers une spécialité au bac pour les lycéens. Tu partages ainsi ton amour pour cet art qu'est la danse, qui est un art vivant et transformateur. Et tu ne t'arrêtes pas là, tu es également thérapeute psychocorporel, biodynamique, formateur, et superviseur dans cette approche qui intègre le corps, les émotions, l'esprit. Tu accompagnes donc des personnes dans un processus de libération et de réconciliation avec elles-mêmes. Peut-être tu pourras nous dire si tu as beaucoup d'hommes dans ta patientèle. Bon, alors je vais m'arrêter là pour te laisser la parole. Je pense que ton parcours, Bruno, et ta sensibilité font de toi une personne inspirante pour aborder ce thème. Peut-être pourras-tu nous en dire un peu plus sur ce qui t'a poussé à te spécialiser dans l'accompagnement des hommes et comment ton expérience personnelle t'a amené à expérimenter les bienfaits du travail thérapeutique psychocorporel. Je te donne la parole. Bon, ben merci déjà de cette introduction. Quand on entend tous les titres, on pourrait croire que, voilà, en tant qu'homme, je me suis construit et tout ça, mais ça n'a pas été un parcours en ligne droite. En tout cas, je crois que je me suis penché et passionné sur la question du masculin, justement parce qu'il y avait une faille en moi à cet endroit-là. Et en tout cas, j'avais besoin de me construire en tant qu'homme. Et, euh, et, et ça a été, c'est comme si la vie, elle nous pousse à un endroit, en tout cas, elle m'a poussé à un endroit où vraiment je ne pensais pas être aussi passionné sur la question du masculin, parce que j'avais, euh, oui, un parcours difficile. J'ai pas eu de modèle de paternité, en tout cas, de mon père, d'un masculin incarné. Moi, je suis issu vraiment du patriarcat. J'ai l'âge vraiment où on trouvait ça normal, en tout cas dans ma famille. Et du coup, il a fallu trouver un autre mode réactionnel, en tout cas, pour me construire. Euh, à vrai dire, c'est un moment charnière dans ma vie où, comme dans ces moments où tout bascule, c'est-à-dire qu'il y a une table rase, tout arrive en même temps, la perte d'un métier, la cellule familiale qui explose, etc. Pour aller faire un stage avec des hommes, parce que la thérapeute à l'époque m'a conseillé d'aller construire mon masculin. Et j'ai senti vraiment comment la communauté des hommes avait pu me redresser, en fait. J'étais plutôt un homme penché et j'ai encore des restes. Je me vois parler et j'ai encore un côté homme pise. Euh, et c'est grâce aux hommes que j'ai trouvé une voie de redressement, une voie de verticalité. Et je voudrais témoigner ici euh, mon amour pour les hommes en chemin. J'ai une admiration vraiment magnifique. Et peut-être en introduction, dire aussi, là, par exemple, je sors d'un stage où il y avait 30 hommes et moi, ça me remplit en fait. Des hommes en chemin, il y a quelque chose qui vient compenser les nouvelles du monde. Euh, quand
je me penchais là sur des statistiques. 70% des hommes viennent en service psychiatrique contre 25 en psychothérapie. J'ai vu 80% des hommes occupent des places de direction. En France, une femme meurt à peu près sous les coups de son mari tous les 3 jours. C'est-à-dire que quand on rencontre les nouvelles du monde et du masculin, en tout cas moi, à un endroit, j'ai honte d'être un homme. Je porte en moi ce masculin dévoyé et je veux pas dire eux ils sont mauvais, moi je suis bon. C'est ce masculin qui est complètement penché. Et quand j'ai un groupe comme ça ou quand on travaille avec un groupe d'hommes, vraiment ça me rassure sur demain, voilà, sur l'avenir du masculin. Alors, il est évident que il y a ce proverbe, on entend plus un arbre qui tombe qu'une forêt qui pousse. J'ai envie de témoigner là, en tout cas, que il y a des hommes en chemin, des beaux hommes sur cette planète, vraiment qui incarnent un masculin. Je suis surpris aussi, il y a beaucoup de jeunes, c'est pas que je suis surpris, je suis enthousiaste à ça, des jeunes qui ont 30 ans, 20 ans et qui s'opposent aussi à ce masculin dévoyé et ça me remplit. Voilà un peu en introduction. Je, je me suis penché aussi sur qu'est-ce qui nous différencie du féminin en tant que masculin. Et c'est une découverte qui est pas très vieille, en fait, au-delà de la différence morphologique. Si on est constitué à peu près de 20, non, c'est pas à peu près, de 23 chromosomes. Et c'est juste la dernière paire de chromosomes qui est différente. Une toute petite différence qui ne se voit pas à l'œil nu. C'est ce XY qui fait que d'un seul coup, le XX, ce chromosome 23XX, il fait que le fœtus développe des estrogènes et, et que le XY va provoquer plutôt de la testostérone. Et c'est cette testostérone qui va inverser le processus, pas inverser, mais le transformer. C'est-à-dire que dans les 3 premières semaines, nous sommes tous des êtres féminins. Et ce chromosome XY va déclencher la sécrétion de testostérone qui va inverser la morphologie, c'est-à-dire que d'un seul coup, le clitoris va s'excroître, se fermer, les ovaires vont descendre et se mettre dehors et vont former les testicules. Et cette différenciation, en tout cas hormonale, va continuer tout le long de notre croissance avec des taux beaucoup plus faibles plus on s'avance dans l'âge. Mais finalement, la différence, elle est juste une histoire de lettres, en fait. Un XX ou un XY. Et si on remonte encore plus avant, aussi dans l'histoire du masculin, on nous fait croire que d'entrée, c'est une compétition, une rivalité envers les autres, etc. On est éduqué dans ce sens-là. C'est le spermatozoïde le plus puissant qui va rencontrer l'ovule et qui va pouvoir pénétrer, la féconder, tout ça. Et on s'aperçoit dans les dernières recherches que c'est totalement faux, que c'est à peu près 20 à 300 millions de spermatozoïdes lors d'une relation. Et les premiers vont partir, vont mourir en chemin, vont tapisser le col de l'utérus, vont réduire l'acidité du col pour que les autres puissent aller un peu plus loin. Et l'ovule n'est pas du tout dans une chaise longue en train d'attendre le spermatozoïde qui arrive sur son beau cheval blanc. Non, il commence déjà à émettre des signaux chimiotactiles, des vibrations, et plusieurs spermatozoïdes vont se mettre sur l'ovule, et c'est le spermatozoïde qui va pouvoir répondre au mieux à la vibration, c'est-à-dire s'accorder avec la vibration de l'ovule, qui va pouvoir non pas pénétrer, mais être invité dans ce temple de l'ovule. Et finalement, c'est presque une question de musique.
c'est la personne, c'est le spermatozoïde qui va s'accorder le mieux à l'ovule, qui va pouvoir rentrer dans le vivant, on va dire. Et c'est pas du tout une histoire de compétition ni de rivalité, c'est une histoire de coopération et de musique. Voilà. Alors, je peux continuer de développer cette histoire parce que finalement, après, ça se développe comme ça, le, l'individu. Et au départ, même pendant les 2, 3 premières années, l'enfant est, qu'il soit garçon ou fille, va naviguer entre ces deux entités, fluidité et énergie, qui va construire son psychisme en alternant à la fois des phases de concavité, on pourrait dire ça comme ça, euh, et d'autres parties plus convexes. Il va jongler avec ces deux polarités, mais d'une façon tout à fait fluide. Hein, c'est ce que Freud a appelé la bisexualité psychique. Et il danse en fait. Il danse ces deux polarités. Et c'est intéressant qu'après la construction, alors il y a euh, dans dans l'enfance, euh, par comment dire, des événements, alors qui peuvent être des traumas, hein, déjà, des traumatismes, qui peuvent être des injonctions, alors des injonctions qui peuvent être verbales, c'est-à-dire ne pleure pas, sois fort, arrête, pleurniche comme, pas comme une fillette, etc. Ou des injonctions non verbales. Par exemple, là, j'ai eu un patient où son frère aîné est décédé 3 ans avant sa naissance. Il a toujours senti une sorte d'injonction non verbale qui est qu'il fallait qu'il fasse oublier son frère décédé. Et des injonctions comme ça qui sont introjectées très puissantes. Ça peut être un milieu insécure, une mère dépressive, ça peut être un manque d'attention, une peur de l'abandon, ou une incapacité hein, pour les parents à élever dans la sécurité leurs enfants. Il peut y avoir de la honte, il peut y avoir aussi de la comparaison, quand on a un frère aussi plus âgé ou plus doué dans les études, etc., etc. Et ces choses-là vont faire en sorte que le petit garçon va construire, le garçon ou la fille d'ailleurs, une sorte de ce qu'on a appelé dans la biodynamique la cuirasse caractérielle hein, qui a été développée par Reich, une espèce de protection comme ça, un peu comme une pellicule hein, pour, se protéger de l'extérieur, des moqueries, des, des problématiques de la vie. Et donc, cette cuirasse va nous permettre de développer une identité, mais qui, a, qui est fausse en fait, c'est une fausse identité, et qui va protéger le noyau sain dont on parle beaucoup en biodynamique, cette énergie de vie, ce que d'autres pourraient appeler le soi, mais et vont ce château fort, on pourrait appeler ça comme ça, ce château fort va protéger le soi, le noyau sain. Mais ce noyau sain, il a une force incroyable de vie, c'est de l'énergie pure et il va lui demander à s'accroître. Pour, euh, pour fortifier cette cuirasse, euh, l'individu va créer soit des compensations. Alors, on voit beaucoup par le travail. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'hommes qui sont en burn-out, là, qui sont ou en compensation de cannabis, c'est-à-dire on s'enfume, on va se couper de nos sensations, on va développer des stratégies d'adaptation et finalement des rôles, des masques, et développer presque des comportements en branchant toutes nos antennes pour correspondre au mieux à ce qu'on attend de nous. Et de ce fait, on va se couper
et notamment dans le corps par le diaphragme, de nos désirs les plus puissants, de notre noyau sain, de ce pourquoi on est venu s'incarner, on pourrait dire. Et tout la problématique de ce château fort, c'est que le danger, il va plus être à l'extérieur, mais il va être à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va engrammer ces injonctions, on va engrammer cette insécurité d'enfance, on va engrammer euh, une, un sentiment d'abandon, de honte, etc., etc. Et le noyau sain, lui, en continuant à se développer, à s'épaissir et tout ça, va se heurter à la cuirasse. Et si cette cuirasse ne se fendit pas, hein, ne s'ouvre pas, on va développer des somatisations, beaucoup de somatisations par le corps. Alors, tout le travail, en tout cas, avec la biodynamique et avec le masculin, ça va être de créer une sorte de faille dans ce château fort, une sorte de faille dans cette cuirasse pour pouvoir de nouveau accéder au noyau sain et pouvoir développer nos capacités individuelles, c'est-à-dire vraiment de pouvoir passer à l'octave supérieure de nous-mêmes. On va dire ça comme ça. Merci. Là, Vas-y, je t'ai coupé la en tout cas, j'ai pu voir qu'il y avait presque une contradiction entre comment pénétrer finalement dans cette cuirasse. Et pour moi, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, mais je suis profondément persuadé que c'est par l'intimité, c'est-à-dire par ce qu'on pourrait appeler la vulnérabilité ou la vérité. C'est comment accéder à sa vérité. Et la thérapie biodynamique, en tout cas les exercices de cette thérapie, pour moi, c'est des excellents outils pour pouvoir faire fondre cette cuirasse. Le premier outil, pour moi, ça va être les massages. Parce que beaucoup d'hommes, mais on pourrait généraliser, hein, mais en tout cas, là, ce soir, on va plus parler du masculin. Beaucoup d'hommes, euh, cette cuirasse, c'est un château fort. Et euh, ils n'ont plus accès à leur intimité. C'est-à-dire que même parler de leur intimité, ça va être très difficile, en fait. Et par les massages, on va accéder aux sensations. C'est-à-dire qu'on va renouveler des sensations. Et en renouvelant les sensations, en ayant accès aux sensations, c'est chaud, c'est froid, ça peut être des couleurs. Tiens, quand tu me touches ici, c'est marrant, ça, j'ai l'impression de rentrer dans une grotte, ou, etc., etc., des images. Mais on va pouvoir, grâce aux sensations, avoir de nouveau accès aux émotions. Ah, là, je sens que quand tu me masses ici, là, ça m'apporte un réconfort, ou alors, ah, ça me rend triste, etc., etc. Et les émotions vont être la porte d'entrée vraiment à l'intimité, à se dire. Et lorsqu'on fait un stage avec plein d'hommes, s'apercevoir que ce que je croyais être ma signature, ma singularité, c'est-à-dire mon impuissance ou mes fuites dans le travail, on va le rencontrer avec d'autres hommes. On va pouvoir le partager. Et du coup, ça va ouvrir un champ de communauté, on va dire. Est-ce que tu penses que c'est plus difficile pour les hommes que pour les femmes de se rendre compte, de ressentir les émotions, de s'en rendre compte et de partager ça? Oui, oui, oui. Alors, euh, c'est plus difficile parce que les femmes se sont mis au travail bien avant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cercles de femmes, même dans des stages de psychothérapie, sur 20 personnes, on va avoir 17 femmes et 3 hommes, on va dire à peu près, ou un peu plus maintenant, mais Oui, c'est ça, vrai qu'aujourd'hui, il y en a plus. c'est en train de bouger et ça nous réjouit. Mais voilà,
Euh, Moi, donc je reçois beaucoup d'hommes hein, dans mon cabinet. Au départ, parler d'intimité, parler de sexualité, parler des sentiments, mais même euh, au début, même parler des sensations, en fait. Une fois que j'ai massé le bras, si je demande est-ce que tu sens une différence entre ton bras gauche, ton bras droit, des fois, c'est une énigme. C'est au bout de 3, 4 séances qui commence, ah oui, là, je sens que ça picote ou je sens des fourmillements. Il y a beaucoup d'hommes qui sont coupés de leur corps, de leurs sensations et de leurs émotions. Et quant à les dire, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais ça bouge, hein. Je veux témoigner. Hmm. Est-ce que tu penses que c'est une question d'éducation? Hmm. Je crois réellement que c'est un formatage de ce patriarcat depuis des siècles. Et parce que beaucoup d'hommes n'ont pas commencé à se demander en quoi le patriarcat les empêchait d'être eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire, c'est un peu, je compare ça à un moment, et j'espère qu'un jour, on se dira, tu te rends compte, les femmes, à une époque, pour le même travail, elles n'étaient pas payées pareil. Euh, J'espère qu'on en arrivera là, de dire la même chose par rapport à aujourd'hui. Tu te rends compte, dans les trains, les Noirs n'avaient pas le droit de s'asseoir. Ça me paraît tellement une incohérence. Et pourquoi je te dis ça? J'ai perdu ma... Ah oui, On coupe parlait un petit de... peu de d'où ça vient. Ah oui, Tu disais que c'était un formatage. oui, oui, de ce patriarcat, de ce pouvoir que les hommes euh, exercent. Et puis, il y a une problématique aussi de modèles. Les modèles se sont écroulés quand on voit ceux qui sont à la tête du fonctionnement. 80% hein, sont à la direction. 80% des hommes sont à la direction. Et aucun s'est assis un moment sur un coussin de méditation ou ne s'est agenouillé pour faire une prière, hein. On est dans un monde Un petit peu qui est machin. loin de l'accès à soi, à sa profondeur. Hmm. Euh, ouais, je pense qu'on est à la fin de aux prémices de la fin de ce mouvement. Et bien sûr, quand il y a cette, et je souhaite de tout cœur d'être aidé par le féminin, hein, que ce masculin soit, parce que c'est une patriarcat, c'est aussi systémique en fait, c'est un système par peur et tout ça, mais à un moment donné, ça va s'effondrer. Mais là, plus ça s'effondre et plus en face ça résiste en fait, plus ce monde du Est-ce pouvoir résiste. est-ce qu'on peut dire que, parce que on dit souvent, hein, et puis c'est une réalité, qu'on a autant de masculin et de féminin, qu'on soit homme ou femme, on a une partie, quand on est homme, on a une partie féminine, on a une partie masculine. Et est-ce que ça voudrait dire que de plus en plus d'hommes ont accès à cette partie d'eux qui, euh, qui a une énergie plus féminine et peut-être plus ouverte à un travail personnel et à une évolution? Et est-ce que Ah tu bah, pourras nous parler de cette évolution, quelle évolution tu vois pour les hommes, justement? Cet homme nouveau? ben, en fait, ce mépris du féminin par le pouvoir, etc., c'est en premier lieu un mépris du féminin intérieur de l'homme, c'est-à-dire un non-respect de sa qualité sensible, sa qualité d'intuition, ses qualités d'empathie, etc. Pour moi, le patriarcat, c'est vraiment une danse du mépris. Et je suis de plus en plus persuadé que le masculin peut toucher son essence en acceptant son féminin. Euh, Mmh. ça me semble incontournable, en fait. Euh, et plus
le masculin va honorer le féminin extérieur, mais aussi intérieur, ou plutôt intérieur et du coup extérieur, parce que c'est plus on va pouvoir rentrer dans des hommes sensibles, puissants, qui n'ont pas besoin d'artifice pour se verticaliser. Ils vont Oui, être inspirants, ces hommes nouveaux. oui, c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis vers cet homme sensible, puissant. Ça veut dire que ça ne leur fait pas perdre leur puissance. Non, pas du tout, au contraire, parce que ce qui peut s'avérer problématique, et moi le premier, quand j'ai fait des stages de développement, je voulais retrouver un masculin. Mon masculin, j'étais un peu le fils à maman, enfin, tu vois, le rapport du couple qui était dévoyé. Et en fait, c'était un féminin qui était plutôt dans la sensiblerie que la sensibilité. Un féminin qui va quémander, un féminin qui est misérable, en fait. Le féminin, il a une sensibilité puissante et une force poétique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'avec ça, il va y avoir une attention, une empathie, une conscience, une communication, euh, un, un, un mariage de toutes les composantes holistiques de l'être, c'est-à-dire un mariage entre le corps, les émotions, la spiritualité, la communauté et la nature. Pour moi, il y a quelque chose à relier, parce que le mépris du féminin engendre ce mépris de la terre, de la nature, des principes du vivant. Hmm. Et oui, je trouve que cette sensibilité, cette vulnérabilité, cette vérité, c'est construit des hommes qui peuvent se poser comment dire, sous un arbre devant une nature sauvage et inaliénable et ressentir de l'émotion, en fait, et ouais, se sentir vivant, porteur de repères et, euh, et inspirant. Et inspirant. C'est est-ce que l'homme, cet homme qui va être sensible, etc., il va pouvoir être plus touché, en fait? Ou est-ce que les hommes, même actuellement, avec leur cuirasse et et sans vouloir le dire, ils sont touchés et justement, ils luttent contre ça? Je crois que c'est ce que j'expliquais au début, cette cuirasse, elle nous protège, mais elle nous empêche d'être touchés. Alors, il y a des choses quand il y a un deuil, par exemple, ça fissure cette cuirasse, ou quand il y a un événement important. Mais la problématique, c'est que cette cuirasse, elle reste en place alors qu'il n'y a plus d'ennemis extérieurs. C'est-à-dire que ce pourquoi on a construit cette protection, c'est comme si, en temps de guerre, on avait construit un château fort et que la guerre est finie et que ce château fort reste construit, avec Mmh. en plus un ennemi introjecté, c'est-à-dire notre rapport au monde, notre rapport au féminin, il n'est pas lié à l'extérieur, il est lié à l'intérieur. Oui, on l'a ingéré, il est en nous. Et, euh, et que si on n'arrive pas à ouvrir ce château fort-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va développer des somatisations. Et j'ai envie de dire, les outils pour fendiller cette cuirasse, c'est vraiment un accès à son intimité, à sa vérité, en fait. Et cette vérité, elle passe par accès à ses ressentis, accès à ses émotions, euh, pouvoir dire sans avoir peur, avoir droit, le langage. Hein. J'ai beaucoup d'hommes qui ont eu des pères taiseux et qui eux-mêmes sont taiseux. Hein. Le père, c'est celui qui a la clé de la porte du langage.
Donc, bien souvent, quand le père ne parle pas, c'est compliqué. Et même la parole de la mère peut être toxique, en fait. Hmm. Et, ces hommes, c'est tout un réapprentissage, en tout cas, de, de se dire, d'exprimer ses profondeurs, en fait. Alors, je vois, ils sont très, très, beaucoup d'hommes là que je reçois sont très, très forts pour le management, pour gérer des équipes, pour construire des projets. Il y a quelque chose de très, c'est un peu comme si je prends un petit exemple, on voudrait faire l'ascension de l'Everest et que le féminin, à un moment donné, il va dire, mais attends, on peut faire une pause là, il y a plein de myrtilles, on peut, et que ce masculin, il est omnubilé par sa trajectoire, bah, non, non, on y va, on y va. Alors, si on a trop de féminin, on s'effondre dans les myrtilles. Et si on a trop de masculin, on monte là-haut sur l'Everest, mais on arrive, on est dans un sale état, hein. On n'a pas été nourri par l'ascension, hein. On a réussi notre but, mais on n'a pas profité du voyage. Oui, c'est un savant mélange. Cet homme nouveau dont tu nous parles, cet homme qui est une nouvelle incarnation du masculin, c'est celui qui va vraiment intégrer et se marier avec son féminin. Oui, c'est vraiment les noces alchimiques, hein, mais intérieures et extérieures. Et euh, je suis, c'est pas moi qui le dis, mais dans beaucoup d'ouvrages, l'homme ne peut accéder à son masculin qu'à partir du moment où il accepte son féminin. C'est-à-dire qu'il doit avoir cet esprit concave, euh, et parce que, euh, comment dire, euh, ce qui ne changera jamais, c'est la volonté de changer et la peur du changement. C'est-à-dire que dans l'individu, il y a une volonté de changement et à la fois une grande peur du changement, d'autres repères, etc. Mais euh, on ne peut changer qu'en accordant de la place à l'autre, en fait, à l'autre qui n'est pas soi. Et pour ça, il, euh, il faut aimer son lointain. Pas son prochain, mais son lointain. Ce qui nous est très lointain, en fait, ce qui nous est différent. Et les noces intérieures vont être l'accord de cette concavité, de faire de la place à l'autre, faire de la place à ce qui n'est pas soi, pour pouvoir toucher sa puissance, en fait, et pour pouvoir aussi l'exprimer. Parce que euh, là, il y a une grande peur pour l'homme, c'est de sa puissance, en fait. Il a peur de tuer, il a peur de ne pas maîtriser sa puissance. Et du coup, il l'exprime que très rarement, et quand elle s'exprime, elle est souvent ravageuse. Donc là, on travaille avec les hommes, vraiment exprimer sa puissance, son agressivité, mais avec des processus de protection, mais pour pouvoir la sortir et s'exprimer dans sa pleine puissance. Euh, et c'est parce qu'on a pu faire de la place grâce à son féminin que d'un seul coup, il y a quelque chose de nouveau qui peut se déposer à l'intérieur. Alors, je, il y a, moi, je sais que j'utilise beaucoup les rêves éveillés dirigés. Pour, donc, c'est des rêves en état de conscience un peu modifié par la respiration. On va descendre la respiration et on va vraiment faire un voyage. Alors, il y en a plusieurs, hein. On peut aller rechercher son enfant intérieur, son enfant qui a été euh, battu ou qui a été maltraité ou qui a vécu des, des, une enfance non sécure. On va pouvoir le, le ramener, en fait, cet enfant-là qu'on a laissé au bord de la route. On va pouvoir aussi faire les noces avec ce petit garçon qui est resté au bord de la route. Et dans mes outils aussi, j'utilise pas mal l'art. Moi, c'est vraiment pour moi un outil précieux, l'artistique. C'est comment même faire
un travail de développement personnel d'une façon artistique, sublimer nos, nos problématiques, un peu comme l'huître, elle va magnifier le grain de sable en faisant une perle, en fait. Et c'est un travail artistique. Par exemple, je parlais tout à l'heure du rôle, du masque qu'on a dû se poser, qu'on a dû prendre pour répondre aux injonctions ou maternelles de l'enfance ou, ou des injonctions qu'on s'est soi-même fixées. Euh, construire son masque, par exemple, ça peut être extrêmement intéressant parce qu'on voit combien ce masque nous prive de la relation à l'autre, d'être fluide dans le monde, mais à la fois combien, si on peut s'en défaire, comment dire, se déroler de cette puissance de masque, on peut voir que c'est un outil formidable, en fait. Euh, pour prendre du recul sur notre légende, pour prendre du recul sur notre histoire, euh, sur la réinvention même de notre légende, oui. Et quelque part, ça ramène, de se servir de l'art, ça ramène aussi une certaine sensibilité. Eh oui, oui, oui. Et sensibilité aussi. euh, Moi, j'aime bien parce que le masculin a quelque chose de très visuel. Il peut être excité par la vue. Et du coup, de travailler avec des bandeaux, les yeux fermés, etc., ou même de masser les yeux fermés, vont permettre vraiment d'être encore plus dans les sensations, de mettre ce sens très développé chez l'homme un peu en veilleuse pour développer vraiment d'autres choses. Et on a vu des fois, dans la fabrication de masques comme ça, une part hyper puissante d'un seul coup, grâce à ce masque, si on sait qu'on en joue, on peut on peut vraiment danser là, une danse incarnée, une danse enracinée, une danse de notre être, de notre essence. Et Et puis, juste, ce qui joue aussi énormément, c'est ce collectif-là. Je vois le travail individuel en cabinet, le travail collectif, ça n'a pas du tout la même portée. On a vraiment quelque chose de l'ordre de se retrouver, une fraternité qu'on a peu l'occasion, c'est-à-dire en tant que masculin, on va trouver une fraternité, mais qui est liée à des événements extérieurs, soit sportifs, soit, comment dire, on va se retrouver au bar, ça c'est génial. Mais cette collectivité dans l'intime, où vraiment on dépose les armes, on arrête de jouer un rôle et on vient avec sa fragilité, avec sa vérité, on vient la partager avec d'autres, ça a un effet extrêmement puissant. ouais. Et ben peut-être justement, là tu nous parles de groupe. Tu pourrais nous dire peut-être quelques mots sur le stage homme que tu as conçu et que tu as créé pour l'école de psychologie biodynamique. C'est un stage homme. Alors à l'école, on a déjà un stage qui est conçu pour les femmes, où elles Mm. expérimentent la sororité, le lien entre femmes avec une énergie féminine. Est-ce que c'est le pendant de ce stage? Est-ce qu'il y a quelque chose de comment on pourrait le présenter aux hommes? En tout cas, moi, il me semblait important dans cette école qu'il y ait aussi le pendant du stage femme, en fait, et notamment sur ce qu'on appelle le féminin sacré, le masculin sacré, redonner de la noblesse à ce masculin. Ça me semblait important qu'il puisse exister pour des futurs thérapeutes, en tout cas. Et je l'ai intitulé De l'homme qui penche à l'homme debout. Euh, parce qu'on parle toujours de. J'ai lu aussi, c'est Freud qui dit ça, l'homme peut avoir une inclinaison aussi à se suicider, à quitter ce monde. Euh, Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, on va
euh, le verticaliser, c'est aussi lié à un recueil de Thierry Metz, c'est un poète. Alors, il s'est suicidé, donc, parce que son fils à 8 ans s'est fait écraser. Il n'a pas réussi à se relever. Pour moi, c'est ça, L'homme qui penche, c'est vraiment. Et il a écrit un très beau livre où il s'est fait interner à un moment dans un hôpital et il décrit en fait les gens qu'il croise et il se remet un peu dans la communauté. Mais bon, ça n'a pas suffi. Et je crois que notre devoir aussi, c'est d'être attentif à ces hommes qui penchent, euh, et notamment dans nos passions, on en rencontre. Et l'homme debout, c'est aussi une référence à quelqu'un qui travaille comme ça. J'avais un peu de mal au début, mais je trouve qui s'appelle Franck Lobvet, qui a écrit un livre qui s'appelle L'homme debout, mais j'aime bien cette description, qui est l'homme. Pour lui, l'homme debout, c'est son grand-père il était au rendez-vous, il faisait son boulot, il était en contact avec sa sensibilité, mais c'était un homme de terrain, on va dire, enraciné. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui s'évaporent, en fait. L'homme, pour moi, l'homme nouveau, il est vraiment enraciné, ancré, puissant, en lien aussi avec ses ancêtres, avec la lignée, envers le céleste, envers une spiritualité aussi incarnée. Et voilà, c'était comment on peut se redresser, comment incarner cette verticalité. L'homme debout, pour moi, c'est ça, c'est cette. Et à la fois, c'est un homme en équilibre qui peut équilibrer justement ces deux parties et qui peut tracer sa route en étant à la fois puissant et à la fois doux. Oui, c'est un homme qui danse, c'est un homme qui danse, C'est un homme. qui est pour moi, qui transforme le réactionnel en relationnel. C'est un homme aussi en relation, en lien. C'est une qualité pour moi qui est plus du féminin, hein, qui tisse du lien. Hein, chez certains chamans, le féminin, la mère, c'est l'araignée, c'est celle qui, chez nous, ouah, l'araignée, mais pour d'autres, c'est un être extrêmement puissant, fondateur. Et oui, c'est un homme, ouais, je crois que c'est un homme qui danse en fait. Et ouais, qui marque aussi sur la couleur, voilà, qui se, qui se débarrasse de cette armure. D'ailleurs, Hmm. dans les stages, je travaille beaucoup autour, quoi, je travaille beaucoup, j'en fais référence et puis on écrit un conte à partir du conte de Le Chevalier à l'armure rouillée. Je, qui est, que j'ai là, alors tu sais, je vais faire comme la nouvelle. Tu sais, ils sont souvent décoiffés avec les lunettes en bas. Voilà, je vous présente le livre Le Chevalier à l'armure rouillée. C'est aux éditions. Voilà, c'est de Robert Fischer. Et en fait, c'est une métaphore de tout ce qu'on a dit. Comment le fait de pleurer, le fait d'avoir accès à ses émotions, fait d'un seul coup fondre sa cuirasse, en fait, son armure, elle devient rouillée, il a des épreuves, hein, c'est le principe aussi du cheminement, du conte, et grâce à son pouvoir, à sa reliance et aussi à la magie, à l'accès à l'invisible, à la nature, d'un seul coup, les animaux lui parlent, et il croit qu'il devient fou, mais il développe des, Des des sens. capacités de contact avec l'invisible, ouais. Ouais. Eh ben, écoute, c'est une bonne transition parce que avant de passer aux questions, je voulais te demander si tu avais quelques livres à conseiller. Je remets je remets les lunettes. Je Tu me peux dis quoi? remettre les lunettes. Ben, il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré, c'est L'éloge de la vulnérabilité des hommes. C'est de Jean-Philippe de Tonac. Et il a interrogé plusieurs hommes en chemin. Et à la fois, il parle de lui et il donne la parole à ces hommes-là qui encadrent aussi, où leurs voix aussi sont singulières. Voilà, c'est plutôt un livre de témoignages, mais j'ai trouvé voilà, bien écrit en plus.
Euh, alors après, il y a le livre, moi je fais, bon, j'assiste Jacques Lucas aussi dans les tantras hommes. Tous les chemins mènent à l'homme, c'est son parcours aussi d'homme et comment il en est venu au tantra et au masculin sans tabou. Alors pour moi, celui-là, c'est Serge Éphèse, c'est dans le cœur des hommes, c'est un peu un standard, mais qui est vraiment, je trouve, voilà, c'est un pilier un peu pour moi du chemin des hommes. J'avais envie de... Bon, il y a bien sûr L'homme sauvage et l'enfant de Robert Bly. Celui-là, c'est aussi... ça se rapproche aussi du Chevalier à l'armure rouillée. Et puis, dernier, parce qu'il y a vraiment, je trouve, des féministes aussi, parce qu'au départ, je trouvais que les féministes, le masculin, ce qui est bon, hein, mais je crois qu'on a un monde à construire ensemble, en fait, et on a besoin de l'aide de chacun. Une des priorités, c'est que, euh, comment dire, euh, que les hommes soient capables de renoncer à la volonté de dominer. Ça va être le premier travail, vraiment le gros chantier des hommes. Mais il y a des féministes, notamment, je pense à Mona Chollet ou Bell Hooks, qui est, voilà, qui a écrit un livre qui s'appelle La volonté de changer. C'est sur les hommes, la masculinité et l'amour. J'ai trouvé très intéressant, et notamment sur un point qui est un peu touchy, mais que je me permets de développer parce qu'elle en parle. C'est aussi dans le patriarcat, ce système où certaines femmes, par peur bien sûr, mais aussi par désir, par une faille, rentrent dans une servitude, ce qu'elle appelait une servitude volontaire, c'est-à-dire vraiment oublient même leurs désirs les plus profonds pour être aimés, et du coup euh, contribuent à ce patriarcat et cette domination dévoyée. Voilà. Bah, écoute, à la fois c'est super parce que j'allais te dire, mais c'est tous des livres écrits par des hommes, et puis là, hop, tu nous donnes un livre écrit par une femme. Et puis Il il y y a avait aussi une question. Mona Chollet qui a un livre qui réinventait l'amour, comment le patriarcat sabote la relation, un truc comme ça. Euh, la Ok. relation hétérosexuelle, qui est très bien, en tout cas moi qui m'a inspiré. Et puis ça fait un petit peu la transition avec les questions parce qu'il y a une question qui est de Elisabeth qui est passée à un moment donné et qui demande le rôle des mères dans la construction de cette cuirasse et de ce masculin dévoyé. Quel est le rôle des mères dans ce... C'est une question qui est importante. Euh, avec Jacques Lucas, on fait un rituel du pardon, en fait. Et on ne peut pas s'imaginer ce que ça fait aux hommes d'entendre le pardon des mères vis-à-vis des garçons. C'est quelque chose qui est une réelle souffrance, c'est-à-dire qu'en plus, avec une difficulté euh, de, alors, c'est pas le rôle, c'est le rôle paternel, mais ce rôle-là, il peut être joué par la femme. C'est pas, mais de la séparation de cette fusion mère-fille ou mère-fils, et cette fonction n'existant plus ou ayant des failles, on arrive à vraiment une sorte de symbiose qui est malsaine et qui est très phagocytante pour l'enfant, en fait. C'est-à-dire une puissance castratrice de la mère vis-à-vis de l'enfant. Si ce masculin alors le masculin, c'est pas forcément le père, encore une fois, c'est un archétype de séparation ou de séparation. C'est pas très juste le mot séparation, ça serait plutôt de transformation de la relation. Parce que c'est pas couper le lien avec la mère, c'est de transformer cette relation. Et bien sûr que la mère a un rôle énorme dans ce patriarcat, dans cette éducation, et le père aussi. Et encore une fois, là, j'ai eu un témoignage, mais bon, je ne vais pas le raconter, mais on est dans une folie. C'est-à-dire qu'il y a besoin de surveiller les enfants. Ils ont accès à Internet et du coup, accès à des choses qu'ils ne peuvent pas inventer. Donc, ouais, il y a un contrôle à cet endroit important, parental, en fait, on va dire. Hmm.
Mais il y a aussi les mères qui, mais pourtant il n'y a pas que ça, mais qui peuvent alimenter le fait que le garçon, c'est pas pareil que la fille. Alors lui, jouer pendant elle débarrasse la table, je ne sais pas, des choses comme Ouais, ça, mais c'est ouais. un petit peu caricatural, mais Oui, oui, bah, c'est tout le combat aujourd'hui, hein. Mais les pères aussi, hein, quand ils disent à leur enfant, eh, pleure pas, t'es une fillette et tout ça, contribuent à ce patriarcat, hein. Euh, bien on sûr. a réinventé, mais ce qui est porteur d'espoir, c'est que les jeunes, vraiment, c'est dans leur gène. Pour le coup, là, ça répond euh, instantanément. Hmm. Oui, parce qu'on peut dire que dans la jeunesse aujourd'hui, on voit un réel changement là-dessus. Oui, et puis ils sont très sensibles grâce au mouvement MeToo et tout ça, le consentement. Il y a, il y a, un- il y a un- on sait, à la fois, c'est en train de pousser, mais à la fois, de l'autre côté, on entend des folies. On entend des folies. Hmm. Ça- Alors, il y avait une question de Thierry qui disait: d'où vient la peur de perdre le pouvoir? C'était un petit peu vers le début, donc, quand tu nous parlais de ce pouvoir que l'homme avait peur de perdre. Et du coup, il demandait d'où vient cette peur de perdre le pouvoir. je dirais la peur de plus maîtriser le monde. Parce que ce dont on n'a pas parlé, et on va le dire, c'est-à-dire que pour rentrer dans la faille de la structure, euh, il y a besoin d'être pénétré, en fait. Et bien sûr, pour beaucoup d'hommes, la pénétration, d'une façon symbolique, hein, ça renvoie à l'homosexualité. Si d'un seul coup, je suis ami avec un homme, s'il me masse, oulala, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Il y a une immense peur de l'homosexualité. Et du coup, si je contrôle le monde, je contrôle aussi ça. C'est-à-dire que je vais pouvoir euh, être, pour un souci de sécurité, je vais contrôler le monde. Mais à mon avis, c'est extrêmement lié à ça, c'est-à-dire le pouvoir. euh, alors c'est un raccourci un peu rapide, hein, mais le pouvoir, on le voit dans des couples, en fait, beaucoup d'abus de pouvoir sont liés à des soucis d'insécurité. Si je contrôle le monde, je vais, ça me sécurise, en fait, on va dire. Et, ouais. Et oui, c'est la question de cette pénétration, en fait, de cette. Mais de contrôler le monde, à la fois, ça me sécurise, mais à la fois, c'est un risque, parce que le monde, la vie, fait que le monde ne roule pas toujours comme je veux. Oui, non, oui, oui, ça c'est clair que. Et puis la vie s'amuse même à nous montrer que c'est incontrôlable. Mhm. Oui. Alors, on avait une autre question de Philippe qui disait: comment sait-on quand on touche, comprend, réalise son vrai soi, j'imagine en tant qu'homme? Ah ben, euh, c'est un peu la même chose. Quand est-ce, quand est-ce qu'on sait qu'on a fait du bon boulot en tant que thérapeute? Quand est-ce qu'on a tout en soi? C'est quand, la réponse, elle est un peu bateau, mais c'est quand on joue sa note. Alors tu pourras me répondre, mais quand est-ce qu'on sait qu'on joue sa note? C'est parce que ça vibre dans tout le corps. On a fait c'est Thierry qui pose cette question, ou Philippe? Philippe. C'est Philippe. Eh ben, c'est quand il a fait du Philippe. C'est quand sa note, c'est du Philippe. C'est quand il est au plus près de son essence et de ce pourquoi il est venu s'incarner. Et c'est quelque chose qu'on peut très bien sentir, hein. Moi, dans les séances, je sens que j'ai fait du bon boulot quand je sens que euh, j'ai joué ma note, quoi. C'est-à-dire à la fois concave, convexe, respiration, des silences, de l'écoute, des suspensions. Une danse, on pourrait dire. C'est quand je danse mon soi. Hmm. Et il y avait une remarque de Léo. Ouais. Léo, il dit qu'il souffre plutôt de la diabolisation de la virilité.
plutôt que de souffrir de trop de testostérone. Lui, il souffre plutôt du fait du regard d'aujourd'hui sur la diabolisation de cette virilité. Hmm. Euh, pour répondre à Léo, je pense aussi qu'il y a une confusion de la virilité. C'est-à-dire, il y a ce mâle alpha, en fait. Ce mâle alpha, il est, il est puissant, mais pas, euh, comment dire, incarné. C'est-à-dire que Trump, il est puissant, mais pas l'homme. Il est puissant parce qu'il a un bouton rouge qui peut déclencher une guerre atomique. Ça, c'est une puissance. Mais c'est pas une puissance d'homme. C'est pas une, c'est une virilité. Regardez, j'ai la plus grosse fusée. Je rigole toujours quand je passe dans les villes avec des jets d'eau. Et souvent, les jets d'eau les plus hauts, ce sont des mers. Les mairesses, elles vont plutôt faire des ronds-points avec des, et on en avait un là vers Montpellier, là. Pêche, il avait fait un jet d'eau tellement haut qu'il pouvait jamais marcher parce que ça inondait les voitures tellement ça montait haut. Ça, c'est la virilité du mâle alpha qu'il faut diaboliser. Mais la vraie force incarnée, celle-là, elle est plutôt louable en fait. C'est pas le, c'est un masculin qui a fait les mariages intérieurs du féminin et du masculin. Qui a fait et du coup, qui respecte en contrepartie le féminin extérieur et aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, là, les 5 aspects holistiques de l'être, son rapport au corps, son rapport à ses émotions, son rapport à la spiritualité, son rapport à la communauté et à la nature. Ok. Eh ben, écoute, merci pour tout ça. Je vais regarder s'il y a quelques autres questions. Mm. N'hésitez pas à en poser d'autres si vous en avez encore. C'est très intéressant. Qu'est-ce que, moi j'aurais une question, on dit souvent que la psychologie biodynamique c'est une thérapie qui a une énergie féminine. Mm. Et est-ce que, alors, je sais que ça s'adresse aussi aux hommes, mais en quoi ça s'adresse aussi aux hommes? Ah, euh, c'est une thérapie de sage-femme. Bienvenue aux garçons et bienvenue aux jeunes filles. C'est une thérapie d'accouchement, mais oui, qui est plutôt féminine, c'est-à-dire à l'écoute du rythme, qui n'est pas dans Voilà. des actions, dans des provocations et tout ça, et qui porte ses fruits. Le danger, c'est qu'elle soit trop horizontale. Mais à mon avis, il est plutôt bon de démarrer dans un bon utérus, c'est-à-dire dans une école qui nous réceptionne, qui respecte notre temps de gestation, et après qui vient pour les hommes, qui l'élèvent, qui reviennent, et pour les femmes aussi, hein, dans une verticalité. Mais en Mmh. tout cas, c'est l'alliance du féminin et du masculin en partant d'abord par cet aspect concave, c'est-à-dire vraiment être en accord en accord, en écoute avec ses sensations, ses émotions et ses traumas. Oui. Euh, C'est-à-dire que on voit de plus en plus avec toutes ces, on avance aussi sur les théories de l'attachement, sur la problématique, sur là où se fixent les traumas, comme pourquoi ça fait que la mémoire ne se met pas dans le passé, mais reste présente, donc réactive à chaque fois les traumas. On est dans un progrès de toutes ces compréhensions. Et du coup, c'est comme si ça jouait le rôle de bonne mère d'accueil pour venir déposer et pour après nous donner les moyens de s'émanciper, de se verticaliser et surtout de jouer sa note. Parce que je trouve que c'est une école c'est un grand orchestre en fait. Dans cette école, il y a de la place pour toutes les notes. On n'est pas Mmh. dans une morpho-formation où tout le monde euh,
produirait la même technique, la même. C'est ça aussi qui est compliqué dans les apprentissages. Un massage se fait comme ça, mais à la fois se laisser sentir comme comment on a envie de le. Mais avec quand même un solfège de base. C'est très joliment dit. Et j'aurais une autre question, c'est on parle souvent de la peur d'être soi-même, et notamment, tu parlais tout à l'heure de cette honte d'être un homme, et comment est-ce qu'on peut aider les hommes à sortir de cette honte d'être un homme, parce qu'ils ne sont pas ces hommes, on va dire, penchés, comme tu les appelles, et que beaucoup d'hommes sont en chemin, comme tu disais, pour être un homme debout. Et comment les amener plutôt à être fiers d'être un homme? Ben, en faisant des thérapies, en faisant des groupes. Non, il y a aussi des cercles d'hommes hein, qui sont proposés. Vraiment, ça, c'est super. Il y a des gens de la biodynamie qui en proposent. C'est vraiment un lieu de retrouvailles, un lieu d'expression entre hommes. C'est une certaine énergie. Et, euh, et c'est super. Font un travail magnifique là. La question, c'est comment ne pas avoir honte. Euh, ben, moi, en tout cas, le remède que j'ai trouvé, c'est en travaillant. En travaillant, c'est-à-dire en allant regarder les failles, mais aussi mes Oui, schémas. euh, c'est un peu ce qu'on appelle en biodynamique d'aller travailler et d'aller regarder son noyau sain et ouais. et de le nourrir. Et ces ombres, parce que en tout cas, euh, beaucoup d'hommes, par ce que je disais tout à l'heure, en fait, ne sentent pas que le patriarcat les empêche d'être eux-mêmes. Et du coup, bah, pourquoi je vais travailler ça alors que je suis moi-même? Mais ils sont coupés d'une part de leur-même. Donc, peut-être qu'ils vont bien, mais intérieurement, il y a une sensation d'asphyxie, de pas jouer sa note, de pas s'expandre, de pas. Et en tout cas, pour pas avoir honte, il faudrait déjà que les statistiques diminuent, tu vois, que les nouvelles du monde se changent un peu, que ça se réduise. C'est-à-dire que c'est pas vraiment en réduction. Mais je Et pense que peut-être plus les hommes vont exprimer justement leur beauté d'être un homme, moins il y aura de ces nouvelles-là dans le monde. oui, mais il faudrait aussi qu'on ait des êtres inspirants, euh, Hum. que d'un Mais seul coup on puisse. Bon, à la fois non, je ne veux pas rentrer dans la politique, mais j'allais dire qu'on ait des femmes aussi au pouvoir politique. Malheureusement, celles qui sont dans les hautes sphères ne sont pas vraiment non plus inspirantes, Mais mais peut-être que. qu'il peut y avoir des gens inspirants tout simplement parmi l'entourage. Mais c'est en changeant notre monde qu'on peut avoir un changement sur le monde extérieur. Je Eh crois oui. qu'il va se pencher sur notre rapport à notre féminin intérieur, sur notre masculin. Est-ce qu'il est, est-ce qu'il a renoncé vraiment? Si tous les hommes se posaient cette question, est-ce que j'ai vraiment renoncé à, à exercer mon pouvoir? Euh, c'est là où il faut travailler, en tout cas, les hommes. Vraiment, on est encore accroché à ça, hein. Oui, ça peut C'est faire peur. c'est comme des privilèges, en fait, hein. On s'en rend pas compte, on a eu ça tout le temps, donc, mais c'est une folie de penser qu'on ne peut pas avoir le même salaire parce qu'on est un homme et une femme pour le même travail. C'est un exemple, mais c'est un exemple de folie pour moi. Ça veut dire que on n'est pas dans une égalité d'espèces, enfin, de regard sur l'autre comme complémentaire, comme une richesse, mais plutôt comme une faiblesse. Et tout ça, il faut, ouais, Ça se travaillons, travaillons. travaille. Ça se travaille en thérapie, justement. Voilà. Pour jouer notre note, quoi, vraiment. C'est très joliment dit et c'est très juste aussi. Et ça peut être vraiment inspirant justement pour les hommes. C'est que quelque part, d'apprendre à jouer leur note. Et Mm. leur note, c'est pas spécialement une note de être toujours le plus fort
et le meilleur. Et quelquefois, ça peut être une note d'être seulement joyeux, vivant et sensible. Notre note, elle est juste quand on est au plus près de notre vérité, notre Hum. vulnérabilité, notre intimité fondamentale dans le sens fondation. Ouais. Alors, on a une nouvelle question que je n'avais pas encore vue. C'est Jason qui demande comment interpréter les mouvances qui décident de questionner et cheminer ces sujets au travers des questions d'identité de genre et de transition de genre. J'ai pas saisi tout à fait la question. Tu peux me la répéter? Alors, comment interpréter les mouvances qui décident de questionner et de cheminer ces sujets au travers des questions d'identité de genre et de transition de genre? Voilà, on a combien de temps? C'est une question qui est vraiment d'actualité. Avec, moi, je croise des enfants qui sont en souffrance par rapport à ça, qui se sentent pas bien dans leur corps de garçon s'ils se sentent filles ou de filles s'ils se sentent garçons. C'est un vrai sujet d'accompagnement. À la fois, on voit quand même qu'il y a, c'est énorme le pourcentage, je m'en souviens plus, mais il y a beaucoup de personnes qui ont fait une transformation et qui le regrettent énormément. C'est-à-dire que euh, tout être à un moment donné un questionnement identitaire par rapport à sa sexualité. Et je pense que, comment dire, on, on est, on est à même de se poser des questions et d'aller visiter l'autre versant. Euh, après, je pense qu'il faut attendre un temps avant de. C'est comme après, quand tu fais un gros stage, on demande aux gens de ne pas prendre une décision importante dans les mois qui suivent, en fait. De vraiment laisser se déposer, se décanter, se composter tout ce qui vient de traverser. Pour pas, parce que des fois, on a envie de changer de partenaire, de métier, de maison. Vaut mieux attendre un peu. J'ai le sentiment, en tout cas, que- qu'il ne faut pas se précipiter dans la transformation et d'attendre vraiment que ça soit quelque chose de nécessaire, vital. Et je crois Mmh. aussi qu'il y a un travail à faire de tolérance, d'accompagnement parce que bien sûr, ils sont souvent en proie à la moquerie ou en tout cas au mal-être. Mmh. Mais ce qui est étonnant, c'est-à-dire que même ça questionne aussi le patriarcat, en tout cas, le rapport au masculin et au féminin. Dernièrement, là, j'intervenais à Perpignan avec des lycéens. Là, c'était en danse, hein, c'est dans un autre chapitre, mais il y avait un garçon et une fille, et le garçon se voulait femme et la jeune fille se voulait homme. Mais la jeune fille qui se voulait homme, elle était acceptée dans le vestiaire des garçons, mais le garçon qui se voulait femme, qui était, se changeait dans le vestiaire des garçons, n'était pas accepté dans le vestiaire des femmes. Je me suis dit, tiens, c'est drôle, ça pose aussi, c'est quoi? On n'a pas confiance à un homme qui vient dans notre vestiaire. Est-ce qu'il, voilà, ça pose des questions d'acceptation aussi. Mmh. C'était étonnant. C'était étonnant. D'accord. Euh, Bon. Écoute, il y a une dernière question de Fab qui dit dans ces sujets hommes par rapport aux femmes, on glisse vite vers de la culpabilisation et je trouve que la vigilance est de mise pour faire du ET, transcender et inclure, pour faire du et pas du ou, oui, transcender et inclure sans chercher un coupable ou un bouc émissaire. oui. Je suis d'accord avec ça. Après, les données de l'enfance, euh, enfin, j'aime bien cette phrase, c'est tiré d'un livre de Hervé Miellaume sur la méthode Schopenhauer. Le thérapeute, il apprend qu'il a une maladie incurable, qui va décéder dans peu de temps, et il se penche sur tous les patients qu'il a accompagnés.
et sur un notamment où il semble qu'il n'a pas fait du bon boulot. Et à un moment, il lui dit, euh, là, on va pouvoir commencer la thérapie. La thérapie commence quand l'accusation cède la place à la responsabilité. La responsabilité non pas de ce qu'on nous a fait, mais la responsabilité de qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on nous a fait. Et il ne s'agit pas d'accuser, mais il s'agit quand même de ne pas prendre la responsabilité de tout. Ce qu'on m'a fait, je ne suis pas responsable de ce qu'on m'a fait. Par contre, je suis responsable de qu'est-ce que je fais de ce qu'on m'a fait. C'est Mmh. important de différencier parce que une des réparations des victimes de traumas, d'abus, etc., c'est de pouvoir accuser, c'est de pouvoir être en confrontation avec l'autre et de pouvoir dire que c'est pas juste et d'être entendu même dans ses silences. Je sais pas si ça répond vraiment, mais voilà mon. Ah, si, en tout cas, merci Bruno, merci pour ce thème qui est pas très souvent mis en avant, le travail avec les hommes. Et je trouve que c'est important parce qu'il y a toute une place vraiment à faire à ces hommes qui sont en chemin, comme tu disais, et qui sont de plus en plus nombreux en fait. Et, Au et, début, c'est vrai que dans les stages, il y en avait très peu, et aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. et je veux témoigner vraiment, ouah, la beauté des hommes, la beauté des hommes. Et quand ils arrivent à rentrer, c'est un principe qu'on a pas mal développé dans l'homosensualité. Ça, c'est magnifique. Quand ils n'ont pas peur d'être en fraternité, de serrer un homme dans les bras, de pouvoir ouais, Oui, d'être, ça les engage à rien d'autre que de serrer un homme dans les bras, quoi. oui, oui. Mm. En tout cas aussi, moi je pourrais témoigner, hein, j'ai vu des groupes d'hommes souvent dans les rencontres de l'école où on a toute l'école qui se retrouve pour un stage. Et chaque fois qu'il y a eu des groupes d'hommes qui se sont formés ou dans les spectacles qui se passent, des choses que les hommes ont fait entre eux, c'était toujours magnifique. Oui, Il y a oui, une oui. dimension spirituelle et vraiment humaine, homme, masculine. Mm. Très, très beau. Ouais, ouais, c'est. Mm. Voilà, eh bien, écoute, merci beaucoup pour ça, pour cette présentation. Et puis, je vais te laisser le mot de la fin pour terminer. Ben, le mot de la fin, je pourrais dire que c'est vraiment pour moi ce qui est important, c'est cet abandon des hommes de ce désir de dominer, de contrôler. Je pense que c'est extrêmement lié à l'insécurité. Donc, de pouvoir trouver un espace sécure pour, euh, pour pouvoir être concave et être en contact, en harmonie avec son intimité, sa vérité, sa vulnérabilité, sa- son essence pour pouvoir jouer sa note. Euh, ouais, c'est et puis faire de la place. Je crois qu'on ne peut changer qu'en faisant de la place à ce qui nous est pas nous-mêmes en fait, ce qui n'est pas soi. Cette idée d'aimer son lointain, d'aimer ce qui nous est étranger, et notamment dans cette question du transgenre. Bien souvent, ça crée une sorte en tout cas, j'ai des témoignages de répulsion, d'éloignement, comme si ça nous faisait peur. Et voilà, pour moi, il y a un travail de tolérance et de communauté, y compris, Ok. on ne pourra faire que ce mariage intérieur du féminin et du masculin que en faisant un mariage avec le masculin et féminin extérieur, ou dans les deux sens, en fait. On a besoin de se réconcilier le masculin avec son féminin, c'est évident. Bon. C'est évident. Et ben voilà, c'est une belle conclusion. On a besoin, et que ce soit homme ou femme, mais c'est peut-être plus prégnant encore plus pour les hommes parce que c'est justement moins commun et c'est plus nouveau. Mais voilà, merci en tout cas pour cette belle
Et les hommes, n'hésitez pas à aller dans des cercles d'hommes. Si la thérapie, ça fait peur, le cercle, c'est vraiment des lieux où on partage, ou alors des stages hommes, il y en a. Voilà. Peut-être on pourra mettre, si Richard veut bien, mettre le lien pour le stage homme qui va se passer au mois de décembre, je C'est crois, ça? Ouais, du 3 au 6. Du 3 au du 3 6. au 6 décembre. Et Ah puis, bon? on invite. Ah, il y a une question de Fab. Quel cercle d'hommes a conseillé? Euh, bah, à Aix, il y La a Daniel Sula, hein, qui mène un cercle d'hommes, qui est de oui. formation biodynamique. Il y a aussi la PPB qui Il y propose a des cercles PPV, il y a Bernard Cossun qui propose un d'hommes. cercle d'hommes aussi par visio. C'est des gens à la PPB. Voilà. Euh, vous Richard a avez mis là. le lien aussi là dans le chat. Super. Super. Mhm. Eh ben, on vous souhaite, merci beaucoup d'avoir été présent ce soir. Et puis, on vous souhaite une très, très belle soirée. Et puis, non, APPB, je vois dans le chat Fab qui demande. C'est APPB, Association professionnelle de psychologie biodynamique. Voilà. Et donc, on vous remercie d'avoir été présent avec nous ce soir. Et puis, on vous souhaite de belles rencontres d'homme à homme. Merci à toi, Dominique. Merci. Et puis, excusez un peu du retard. Là, on avait des problèmes un peu techniques. Merci à toi. Belle À soirée. bientôt. À bientôt.